Donc d'abord, merci beaucoup pour votre présence à tous. Il y a 120 inscrits, exactement comme l'année dernière, d'horizons très variés. Et c'est très important pour nous que vous soyez là, parce qu'on a absolument besoin de votre participation active pour l'avancement de la filière et pour en particulier rédiger le plan d'action dont vous avez probablement entendu parler et qu'on doit déposer très prochainement le 30 avril. Alors je vous fais une brève présentation de la journée. Donc ce matin, on va avec Anne Degler, qui est présente, et Julie Valette, qui est chargée de communication, vous faire un point sur le bilan et l'avancement de la filière. Nous aurons ensuite 5 exposés assez variés, DPN et DPI par Sophie Monod, scanner du squelette fœtal par Michel Panuel, imagerie médicale EOS par Jean-Denis Laredo, histoire naturelle de la dysplasie fibreuse par Roland Chapurla, puis, pour terminer, thérapie cellulaire de l'arthrose par Yves-Marie Perse. Cet après-midi, vous serez tous réunis en groupe de travail. Et cet après-midi est très importante parce que vos discussions internes vont permettre de choisir les axes que vous souhaitez développer. Et la restitution en plénière de vos conclusions et de vos perspectives est très importante car elle permettra d'écrire le plan de travail qu'on veut développer. Donc pour nous, le travail de cet après-midi est crucial pour structurer le plan d'action que, je vous rappelle, est à déposer le 30 avril. Enfin, nous aurons la réunion du comité représentatif qui sera animée par Roland Chapurla et Jean-Pierre Salle. Vous avez ici l'organisation des groupes de travail. Si certains d'entre vous ne sont pas inscrits dans des groupes de travail ou veulent changer de groupe de travail, n'hésitez pas, c'est ouvert. Plus il y a de participation, mieux c'est. Vous pouvez évidemment, même si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de travail, après participer et donner vos idées, c'est très important. La participation active, les idées, les innovations sont cruciales. Bilan de la filière et tout d'abord l'éphéméride. Oui, simplement pour vous rappeler que donc la filière, son lancement officiel, c'était il y a un an, le 13 avril, lors de la première journée Oscar. Et là, c'est juste un petit tableau pour vous montrer toutes les réunions qu'on a eues. En bleu sont les réunions trimestrielles que l'on a au ministère de la Santé. En rouge, c'est d'autres réunions que l'on fait entre nous, soit les réunions du comité de direction en présentiel, soit les réunions du comité de direction en conférence téléphonique, sachant que on a un peu changé notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que depuis la première journée annuelle, les chefs des groupes de travail sont invités à toutes les réunions du comité de direction. Voilà, ce qui fait qu'on a des échanges assez réguliers, très fréquents. On est aussi convoqué régulièrement à la DGOS. Vous voyez, ça s'intensifie au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, moi ce que je voulais surtout vous dire, c'est merci parce que votre implication, votre motivation fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de participatif, de collectif. Et c'était notre objectif et on est contente que ça fonctionne comme ça et que vous soyez le plus nombreux possible à participer très activement aux décisions qui sont prises, aux actions qui sont menées. Rapidement, depuis un an, quand on s'est quitté donc l'année dernière, on a travaillé, on a organisé 2 réunions pour mettre au point le plan d'action, pour reprendre tout ce qui avait été discuté pendant la journée et le faire rentrer dans les directives qui nous avaient été données. On a donc déposé un plan d'action le 15 juin. C'était un plan d'action prévu 2015-2017, comme on nous l'avait demandé. On a mis en ligne au 1er juillet 2015 un blog qu'on alimente nous-mêmes, voilà, et on a envoyé une première newsletter. On a eu la réponse de la DGOS sur notre plan d'action assez tardivement, le 5 novembre. On a eu une réunion individuelle à la DGOS et on s'est vu attribuer une part variable pour l'année 2015 de 100 000 €. Il y a à peu près un petit tiers des filières qui ont reçu de l'argent, en fait. C'est-à-dire que le plan d'action que nous avait demandé de rédiger devait permettre d'avoir une part variable supplémentaire pour financer des actions spécifiques. Et finalement, très peu de filières ont eu de l'argent, donc on est content d'en avoir eu. Voilà, donc on s'est engagé dans le recrutement de plusieurs chargés de mission pour aider à faire les différents états des lieux qu'on avait déjà commencé mais qui avaient besoin d'être approfondis. On a organisé quelques événements. On a organisé le 29 février à l'occasion de la 9e journée internationale des maladies rares, une journée des associations qui a eu beaucoup de succès.
Aujourd'hui, on est réunis donc pour la 2e journée nationale annuelle. Valérie vient de vous le dire, on redépose un plan d'action. Alors cette fois, on nous le demande de faire pour 5 ans. Pour le 30 avril. Et puis là, contrairement à l'année dernière, on nous donne un cadre différent, hyper rigide. Voilà, donc on va essayer de s'adapter. Et puis, parmi les événements à venir, mais on y reviendra plus tard, il y a le GT2 qui organise, donc le GT2, outils diagnostic, qui organise le 15 juin un symposium. Outils diagnostic. Outils diagnostic, voilà. Je reviens rapidement sur le mode de... Oui, on nous a annoncé aussi que maintenant la filière était créée pour 5 ans et non plus 4. Donc on a 1 an de plus. En fait, il y a un effort de réharmonisation au niveau du ministère. Les centres de référence vont être valables pour 5 ans, les filières vont être valables pour 5 ans. Ils essayent de mettre tout le monde sur la même durée. Et donc on a un mode de financement qui est basé d'une part sur une part fixe, qui en 2015 a été de 270 000 € pour la filière Oscar. Qui couvre les salaires de l'équipe structurelle, donc chef de projet, chargé de mission, qui couvre les dépenses de communication, les dépenses d'organisation et de logistique. Et donc, nous, on fait partie des quelques filières qui ont eu en plus une dotation variable, donc pour venir en appui sur des actions spécifiques relevant de ce fameux plan d'action. Alors, on revient sur le plan d'action de l'année dernière. Le plan d'action, il avait d'abord comme premier objectif de faire un état des lieux. On va refaire le point de l'avancement de cet état des lieux. Donc, ça a été l'objectif majeur de cette année écoulée, de refaire l'état des lieux dans tous les domaines. Et c'était le préalable nécessaire aux actions par variable. Je vous rappelle qu'au décours de la journée annuelle de l'année dernière, on devait décider de 3 axes et de 3 missions par axe, et qu'on avait décidé des 3 axes suivants: parcours du patient, avec comme mission carnet de santé digital, guide de prise en charge, éducation thérapeutique; outils d'aide au diagnostic, avec comme mission symposium annuel, staff dématérialisé. On avait également voulu développer un projet impact psychologique et socio-éducatif de la limitation de la mobilité. Et enfin, un axe histoire naturelle, qui comprenait prévalence des pathologies, corrélation génotype-phénotype, amélioration de la prise en charge et histoire naturelle des fragilités osseuses. Donc clairement, lorsqu'on a discuté avec Madame Pétonclin, certaines missions ne correspondaient pas du tout aux missions que la DGOS voulait développer dans le cadre de la filière, telles que l'impact psychologique et socio-éducatif de la limitation de la mobilité, ou bien encore le carnet de santé digital, car il y a d'autres applications qui sont en cours de développement. Et puis, comme vous allez le voir en fin de l'exposé, nous n'avions pas compris initialement que la recherche pouvait faire partie du périmètre Oscar, car c'était clairement exclu au départ de ces plans d'action, et ça change. Et vous verrez que les axes et les missions ont complètement changé. Donc c'est là qu'il faut qu'on discute et qu'on voit comment on peut orienter notre nouveau plan d'action. Donc je vous propose maintenant qu'on fasse un peu le bilan de cette année. Oui, parce qu'effectivement, on a recruté un certain nombre de personnes que je vais vous présenter rapidement. Je pense que tout le monde est dans la salle. Catherine Pouza. Est-ce que voilà. Catherine est là? Oui. Voilà. Donc, qui est chargée de mission, qui s'occupe de tous les centres de soins pour la partie nord de la France, en attendant que Muriel Héras, et voilà, qui est basée à Lyon, elle nous a rejoint début mars, qui s'occupe elle plutôt de la partie sud de la France et qui s'occupe également, qui vient en appui au GT5 Histoire naturelle. Julie Valette, donc, qui s'occupe de la com et des projets digitaux. Leïla Lanèche, je ne sais pas si elle est montée. Leïla est là. Voilà. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, qui a fait un gros travail avec le GT2. Sana, voilà, bonjour Sana, qui travaille à Toulouse avec le GT3, et Yaya, que vous... Yaya est à l'accueil. Il est resté à l'accueil, voilà. Très gentiment, il accueille. Sur le GT4. Donc, juste un petit mot, c'est qu'on a voulu faire un effort marqué de recrutement pour qu'on puisse avancer de façon très active sur l'état des lieux. Donc, on a recruté beaucoup de chargés de mission pour une période limitée de 6 mois, car le préalable nécessaire à tout notre plan d'action était vraiment de pouvoir faire un état des lieux exhaustif. Donc voilà l'état des lieux. Donc parmi les choses qui ont été faites, approfondies depuis 1 an, il y a eu un très gros travail de recensement de toutes les équipes dans les centres de soins. Donc ça, c'est Catherine qui s'en est chargée sur la base de ce qui avait été fait au préalable, mais qu'elle a très largement approfondi.
Donc pour mémoire, 3 sites coordonnateurs, 10 sites constitutifs, 39 centres de compétences, et puis ce travail de fond que fait Catherine nous amène à avoir précisément des équipes qui ne sont pas reconnues par la DGOS et que l'on appellera sites associés dans un premier temps, voilà. Qui seront également sur le site internet. Un autre travail de fond qui a été fait, c'est la liste des pathologies pour les 3 CRMR. C'est un travail qui est quasiment terminé, qui a été assez lourd également. Et maintenant, donc en fait, Orphanet nous demande de faire le lien avec les codes ORPHA pour pouvoir alimenter le dataset minimal de la Banque nationale de données maladies rares. Voilà, donc vous avez tous participé, vous avez tous été sollicités, vous avez tous été participés. On vous relancera parce qu'il y a toujours des mises à jour à faire, mais on a déjà acquis énormément d'informations. Le GT, je vais faire un bref tour d'horizon de ce qui a été fait dans chaque GT. Vous le reverrez plus en détail dans les réunions de cet après-midi. Voilà, mais on a fait une réunion des associations qui correspond plus ou moins au GT1 pour la plus grande partie, qui a été très riche et qui révèle, enfin qui met en évidence la nécessité d'une action transversale, puisqu'en fait les patients dans leurs associations sont parfaitement à même de pouvoir donner leur avis et travailler en collaboration, principalement avec le GT4 sur la transition, sur le GT5 avec des questionnaires médicaux qui sont faits par les associations et qui peuvent être très utiles dans l'histoire naturelle, et puis le GT6 pour tout ce qui est fiches pratiques et rencontres en région. Oui. GT2, outils diagnostiques, il y a un énorme travail qui a été fait aussi de recensement des laboratoires pour le métabolisme phosphocalcique avec donc Leïla et Gérard, je ne sais pas. Gérard Maroni, Jean-Claude Souberbiel. Non, je crois qu'il vient un peu plus tard, ouais, Gérard et Jean-Claude. Il y a un travail qui est en cours aussi à Caroline sur les arbres décisionnels. Avec Corinne Collet. Avec Corinne Collet et Sophie Monod, et j'en oublie, non, c'est bon. L'annuaire des services de phytopathologie, d'anatomopathologie. Alors la Sofouette n'est pas là aujourd'hui parce qu'ils sont ailleurs, mais on les remercie quand même. L'annuaire des services d'imagerie, densitométrie osseuse. Groupe recherche translationnelle avec Sana, qui a fait également un très gros travail de recensement des équipes de recherche, qui leur a envoyé des questionnaires sur les cohortes, sur les modèles sur lesquels ils travaillent, sur les PHRC en cours, sur les protocoles thérapeutiques en cours. GT4 Transition, qui a repris, il y avait un état des lieux qui avait été déjà fait l'année dernière et qui l'a repris, qui l'a approfondi, qui a renvoyé des questionnaires, voilà, et qui a abouti à un travail très, très complet qui va pouvoir se traduire rapidement dans différentes actions qu'on vous dévoilera tout à l'heure. GT5, pareil, on a continué le travail que nous avait demandé la BNDMR de recensement de l'utilisation des bases de données, que ce soit Semara ou autres, pour l'évolution dans Bambara, et qui commence à s'intéresser aussi à toutes les bases spécifiques qu'on pourrait développer. Le GT6, qui avait donc recensé de nombreux sujets de fiches transversales à rédiger et pour lesquels il y a déjà quelques supports. Vidéo. Notamment vidéo. Action de communication, Julie. Bonjour à tous. Donc, je suis la chargée de communication pour la filière Oscar et je suis arrivée en toute fin d'année 2015. Les actions de communication, pour développer la visibilité de la filière, on a mis en place plusieurs outils sur l'ensemble des canaux de communication, que ce soit web, print, social ou mobile. On a lancé en juillet dernier le blog de la filière, où aujourd'hui on a plus de 4000 visites et 7500 pages vues. On a lancé également en même temps la première newsletter de la filière et on essaiera de tenir une fréquence trimestrielle. Ensuite, le gros projet en cours de production, c'est bien évidemment l'élément central de la filière, le site internet, où vous aurez l'annuaire qui va reprendre évidemment le recensement de tout l'état des lieux qui est en train de se faire, ainsi qu'un espace réservé pour justement accéder à tous vos outils de travail dans chacun des groupes.
Et il sera enrichi au fur et à mesure de tout l'avancement qui est en train de se faire dans les groupes de travail. Et ça sera enrichi au fur et à mesure. Ensuite, sur la partie sociale, on a ouvert une page Facebook. Donc là, c'est plus orienté sur les communautés de patients, de leurs proches. Et on a déjà 125 abonnés, alors qu'on l'a ouvert... 135, pardon. Ah bon qui a été ouvert il y a juste 2 mois. Donc, elle fonctionne en fait assez bien. Et ensuite, on a ouvert une page sur LinkedIn. Là, c'est vraiment plus orienté pour les professionnels et pour l'international, pour vraiment ouvrir la visibilité de la filière. Enfin, depuis hier, une chaîne YouTube est en ligne, où vous pouvez déjà visionner les 2 premières vidéos qui ont été réalisées dans le cadre du GT6, des vidéos pédagogiques. Ensuite, dans vos pochettes, vous allez trouver une clé USB. Qu'y a-t-il dessus? Il y a tout le matériel nécessaire pour vos supports de communication par rapport à la filière. Vous allez retrouver les éléments visuels, le logo, qui sera utilisé dans le premier format s'il est supérieur à 4 cm. S'il est plus petit, je vous demanderai si possible d'utiliser le second. Il y a une charte graphique qui est aussi sur la clé pour comprendre toutes ces méthodologies. Ensuite, vous avez également dans la pochette le plan d'action simplifié, donc de celui qui a été déposé en juin dernier. Donc c'est les axes d'action de 2015-2017. Enfin, on a pensé qu'il était nécessaire de créer un logo label pour vraiment essayer de fédérer au mieux, visuellement, vous, acteurs de cette filière. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour vos sites internet, pour montrer vraiment que vous êtes certifié, vous êtes un acteur de la filière, et c'est important de le dire aussi. C'est comme ça que la filière aussi sera visible. Et enfin, vous avez également le flyer sur la filière de présentation dans votre pochette. Enfin, on voulait vous parler d'un projet qui aura lieu ce week-end. La filière va représenter un projet au Challenge d'innovation qui est soutenu par le ministère de la Santé. Et donc, ça sera un projet sur le thème de la radioprotection. Et on vous tiendra informé des résultats ultérieurement. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de succès. Enfin, la filière ne passe pas uniquement sur les médias pour sa visibilité, elle passe aussi dans le concret par des événements. Et je passe la main à Anne. Tu veux... Oui, ou sinon je serai peut-être plus à l'aise. Je vais faire ça pour l'éloigner. Simplement pour vous dire que la filière a participé à de nombreux événements. Elle en a organisé, elle a aussi participé, à commencer par la convention 2015 de la PPT au Touquet. On était aussi présent avec d'autres filières, d'ailleurs notamment la filière Firando aux journées de la Société française d'endocrinopédiatrie. On était présent à RAR 2015 à Montpellier. On était à l'Assemblée générale de Hypophosphatasie. On était aux 8e assises de génétique de Lyon début février. On a donc organisé une journée des associations le 29. On était vendredi dernier à la 20e journée de formation, je cherche Bénédicte, de l'ostéogenèse imparfaite. Vous êtes aujourd'hui rassemblés avec nous. On a prévu d'être présents aussi au congrès de la Société française de pédiatrie à Lille. Je cherche Agnès. Oui, pardon. Au mois de mai, voilà. Et puis, il y a des événements aussi qu'on organise ici à Imagine. Il y aura donc le 14 juin, en deuxième partie d'après-midi, la première rencontre autour de l'hypophosphatasie, qui est organisée donc par Hypophosphatasie Europe, qui est réservée aux professionnels de santé. Vous avez eu, je crois, à vos dispositions des invitations qui étaient distribuées. Le 15 juin, c'est une grosse journée. Le matin, donc, le GT2 organise son symposium outils diagnostiques. Et l'après-midi, c'est l'Intermoc. Vous savez que l'Intermoc tourne sur les 4 sites constitutifs parisiens. Le 9 septembre, il y a la journée XLH qui sera également organisée ici. Voilà pour les événements. Je vous laisse... Donc on attaque le plan d'action. Donc on a une structure extrêmement rigide qui nous est imposée. Et donc aujourd'hui, on doit s'articuler autour de 4 axes.
3 qui sont obligatoires et 1 qui est facultatif. Les 3 axes obligatoires sont parcours du patient, recherche et formation et information. Et le 4e axe, c'est Europe. Et on n'est pas obligé de remplir cet axe-là. Donc cette diapositive, je bloque. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui nous a été remis. Mais voilà, Anne, si vous voulez expliquer, je bloque. Donc, la DGES considère qu'il y a 4 axes de travail principaux et puis qu'au sein de ces 4 axes, il y a des actions qui sont classées par grande typologie. Donc, il y a des actions obligatoires, on n'a pas le choix, on est obligé de les faire. Il y a des actions dont la DGES considère qu'elles relèvent d'un cadre national, c'est-à-dire qu'elle veut avoir la maîtrise de la façon dont c'est géré, soit parce que ça concerne la BNDMR, soit parce qu'ils veulent que l'ASIP Santé, qui est l'agence de sécurité informatique, intervienne dessus, soit parce qu'ils veulent que la CNSA intervienne dessus. Donc ils nous demandent de travailler en collaboration avec ces personnes qui édictent un cadre dans lequel on doit s'insérer. Il y a des actions dont la DGES considère qu'elles relèvent d'un travail interfilière, parce que plusieurs filières se sont retrouvées à vouloir mettre en œuvre cette action et que la DGES considère qu'il doit y avoir une espèce de cohérence au niveau des différentes filières. Il y a des actions qui sont considérées comme facultatives, c'est tout ce qui concerne l'Europe, bien que nous, on considère que ce soit essentiel. Et donc, j'ai rajouté les actions libres, puisque, a priori, on a aussi quand même droit de faire des choses qui sont en dehors de toutes ces actions très cadrées. Donc, si on revient sur ce qui nous intéresse, les 4 axes, parcours du patient, recherche, formation et information et Europe. Dans les actions obligatoires, il y a PNDS. Donc, la filière OSCAR n'a pas mission à écrire des PNDS, mais elle doit inciter les centres de référence à écrire des PNDS. Donc il y a un rôle d'incitation, on ne voit pas comment, parce qu'il faut avoir du temps pour écrire des PNDS, mais il faut clairement écrire dans le plan d'action que nous avons écrit des PNDS, que nous écrirons des PNDS et que des PNDS sont en cours. Donc si vous avez des idées de PNDS à écrire, qui sont en cours, qui ne sont pas finalisées, surtout faites-les remonter. De la même façon, on doit impérativement participer à la BNDMR. Le reste, dans les actions obligatoires, coordination de la recherche, c'est l'état des lieux. Formation en rouge et information, par définition, on est en formation, en information. Donc voilà pour les actions obligatoires. Oui. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'on veut développer, nous, en part variable, et ce qu'on a envie de faire. On est d'accord, même si on doit rester dans le cadre. Donc si on revient axe par axe, donc c'est vraiment le but de cet après-midi, hein, j'insiste lourdement, je suis désolée. Donc si on revient sur le parcours du patient, l'important c'est de faire ce qu'on a envie. Donc il faut réfléchir aux actions qu'on veut développer, quel que soit le groupe de travail dans lequel vous êtes. Est-ce qu'on veut développer des outils innovants, des applications mobiles, des logiciels de réunion de concertation pluridisciplinaire, des vidéos, déplacements en région, fiches patients. Et bien évidemment là-dedans, on met le symposium outils diagnostiques qui est directement au bénéfice du parcours du patient. Donc ça c'est l'expertise. Deuxième axe, c'est l'axe recherche. Donc on a la coordination bien sûr, et dedans on met histoire naturelle, épidémiologie, base de données spécifiques, corrélation génotype-phénotype, pétales spécifiques. Aujourd'hui, on peut éventuellement, si on le souhaite, développer des actions exome, NGS ciblées comparatives, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Donc il ne faut pas s'interdire de vouloir développer des projets innovants. Et puis il y a éventuellement la possibilité de mettre en place un symposium recherche. Troisième action, formation et information. Donc ça, c'est ce que fait toute l'équipe structurelle. C'est déjà tout ce qui est site web, logo. Donc il y a beaucoup de choses de faites. Quelles actions pour la formation des patients? Développement professionnel continu, c'est toutes nos journées annuelles. Formation des étudiants, secteur médico-social. Information des professionnels de proximité. Est-ce qu'on envisage des journées de proximité? Et puis, évidemment, le site web. Et dernier axe, c'est l'Europe. Donc là, ça conduit à aborder l'ERN. Vous avez tous entendu parler de l'appel à projet ERN. C'est un appel à projet qui est destiné aux centres de référence, qui était jusqu'à présent destiné uniquement aux centres coordinateurs, mais vous avez dû recevoir un email vous informant que les sites constitutifs peuvent maintenant postuler. Donc avec Agnès, nous, on a décidé de postuler pour le même ERN qui s'appelle Rare Bone Disease, qui est porté par Lucas Sangiorgi à Bologne, qui est très spécialisé dans ostéogenèse imparfaite et exostose multiple. Et cette ERN Rare Bone Disease a 2 axes, un axe skeletal dysplasia et un axe métabolique bone disease.
Donc on pourra en reparler cet après-midi, mais c'est vrai que les deadlines sont assez proches, avec, là encore, une deadline du 30 avril. Hein. Voilà.